Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Parmi les titres développés ce soir, nous irons à Genève où se déroule actuellement la 34e conférence internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge, à laquelle a participé Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Nous serons dans quelques instants en duplex avec le secrétaire général de la Croix-Rouge monégasque, Frédéric Platini. Nikola Karabatic, récompensé pour l'ensemble de sa carrière, le meilleur joueur de l'histoire du handball, a reçu le prix de la légende hier à l'occasion des Sportel Awards. Il a également profité de sa présence en principauté pour partager un moment avec les joueurs et joueuses de l'AS Monaco Handball. Un reportage à découvrir dans ce journal. Partizan Belgrade, Monaco, c'est demain en Euroleague. La Roca Team aura à cœur d'aller chercher la victoire après sa défaite surprise face à Paris. Et direction donc la Suisse pour débuter ce journal où le Prince Albert II, en sa qualité de président de la Croix-Rouge monégasque, a participé hier à la 34e conférence internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge. Un événement qui a lieu en ce moment même à Genève et qui revêt de nombreux enjeux. Quels sont-ils? Retrouvons sur place Alban Gingembre et Thomas Deus. Alban, cette conférence est un rendez-vous capital pour le mouvement international. C'est le plus grand réseau humanitaire au monde qui se réunit ici à Genève, siège du Comité international de la Croix-Rouge. L'objectif étant d'aborder l'avenir de l'action humanitaire en lien avec l'actualité. This conference is a bit unique because it's the only place in the world where governments and humanitarians are sitting together. And this conference is a neutral, apolitical space where we really want to have humanity first, the needs of the people first, and put politics aside. We want to have a consensus among participants, which means being states, so all the states who signed the Geneva Convention and the Red Cross and Crescent National Society, because what is very important is the implementation the day after. Because these resolutions are not just nice documents that will sit in Geneva, but really we want to make these documents a difference between life and death for many people around the world. Cette année est particulièrement symbolique puisque nous fêtons les 75 ans des conventions de Genève. Les participants sont invités à prendre des engagements pour que les discussions aboutissent sur des actions concrètes. À titre d'exemple, la Croix-Rouge monégasque joue un rôle dans l'opération Ocean Viking qui mène des missions de sauvetage en Méditerranée pour les embarcations à la dérive. Ça, c'est typiquement le sac qu'on distribue à chaque rescapé à bord. Ce sac qui contient en fait donc l'essentiel pour leur séjour à bord, leur séjour qui va durer entre 3 à 5 jours avec les ports qui sont attribués souvent très loin de notre localisation. De nombreuses personnes fuient leur pays pour des raisons qui leur sont propres, qui vont être souvent dues à la guerre, au contexte sécuritaire, à la pauvreté. On sait que des milliers de personnes meurent sur ce parcours, et notamment dans le désert où ils affrontent des conditions d'extrême précarité, de pauvreté, des conditions difficiles de traverser, et tout ça se clôture en partie par la traversée de la Méditerranée, une Méditerranée qui, on ne le pense pas depuis chez nous, mais reste très dangereuse. Les flux migratoires, le dérèglement climatique, l'évolution du numérique, ce sont autant d'enjeux qui sont discutés ici lors de ce rendez-vous mondial. Et pour revenir plus en détail sur cette conférence internationale du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge et sur l'importance pour Monaco d'être représenté, Frédéric Platini est en duplex avec nous depuis Genève. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Cette conférence internationale rassemble les 191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Comment la principauté fait-elle entendre sa voix? Monaco est une des 191, comme vous venez de le dire. Mais c'est une qui compte, une de celles qui comptent, notamment par la réponse que fait systématiquement la Croix-Rouge monégasque à tous les appels qui sont lancés par le CICR et le FICR, mais aussi par des projets bilatéraux que nous avons aussi bien avec le CICR et le FICR. Donc on est une des voix qui compte dans cette enceinte. La présence du Prince Albert II à Genève représente un signe fort de l'engagement de la principauté? Oui, vraiment, réellement. C'est un chef d'État qui met l'humain au centre de son action, c'est reconnu à l'international et il aura des rencontres bilatérales avec que ce soit la présidente de la fédération mais aussi avec la présidente du CICR, signe de l'attention qu'on lui porte aussi ici à Genève. Oui, on l'entend, le mouvement international est conscient de l'engagement de la principauté. Il lui a déjà accordé des rôles importants, à l'image de la présidence de la Commission sur le droit international humanitaire. Oui, tout à fait. On a toujours eu des rôles importants. Vous savez que la conférence, la particularité, c'est que c'est
et la Société nationale, ça veut dire la Croix-Rouge monégasque, mais aussi le gouvernement princier, qui ici est représenté par son ambassadeur. Et nous avons des missions multiples et variées. Et je dirais que je voulais juste vous annoncer que l'année prochaine, en octobre 2025, nous accueillerons, en tant que Société nationale, la réunion des États européens et d'Asie centrale, en principauté. Un événement important, encore un engagement fort de la principauté auprès du mouvement international. Oui, tout à fait. Et c'est reconnu tel quel. Outre l'adoption de résolutions lors de cette conférence, les participants sont invités à prendre des engagements. Quels sont ceux de la principauté, Frédéric Platini ? On est préoccupé, comme je dirais la communauté internationale, par la sécurité, sécurité de nos bénévoles, sécurité de nos salariés. Et on se rend compte que la Croix-Rouge aujourd'hui, c'est un peu avoir une cible dans le dos dans certains conflits. Il y a plus de 30 morts cette année du mouvement de la Croix-Rouge sur des situations de conflit. Alors il y en a qui sont très médiatisés, mais vous savez qu'il y en a pratiquement 60 conflits aujourd'hui dans le monde. Donc on veut réaffirmer la principauté et puis les autres aussi sociétés nationales, l'engagement fort du respect des conventions de Genève et aussi que ce cycle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit protéger les gens qui interviennent dans des situations de crise. Et j'imagine que sur place, le contenu des débats résonne fortement avec l'actualité. Tout à fait, et l'actualité est multiple, hein, Émilie. L'actualité, c'est aussi nos collègues du Burkina Faso qui ont perdu 4 de leurs salariés cette année. Donc c'est une activité multiple et encore une fois où l'engagement humanitaire n'est plus perçu comme il se doit par les belligérants et où les humanitaires sont pris pour cible, ce qui est très préoccupant pour l'avenir. On le précise, en amont de ce rendez-vous, Frédéric Platini, la Croix-Rouge de Monaco a participé à la 24e session de l'Assemblée générale. C'est l'occasion, là encore, de se rassembler, de rappeler le rôle essentiel des sociétés nationales, comme l'a mentionné Cathy Forbes, la présidente de la Fédération internationale. Oui, tout à fait. L'important ici à la conférence, c'est de montrer l'entente entre gouvernement et je dirais sociétés nationales. Les sociétés nationales, elles sont indépendantes. Et ça, c'est un engagement fort puisque ça fait partie des valeurs de notre mouvement. Ceci étant, elles doivent être soutenues par leur gouvernement pour arriver à avoir une activité de terrain qui soit concrète et ne pas avoir d'obstacles dans leur action de terrain. C'est exactement ce que nous avons en principauté, où la Croix-Rouge monégasque est considérée comme auxiliaire des pouvoirs publics et où nous agissons de concert avec le gouvernement princier. Et la jeunesse monégasque est également présente à ce rendez-vous. Il y a une délégation qui a participé au forum de la jeunesse, c'est ça ? Oui, on a une jeunesse de plus en plus active sous l'impulsion de Camille Gottlieb. On a Rindra qui est là, Rakoto Malala. Donc on a une jeunesse qui s'affirme et la jeunesse pousse le mouvement. On se rend compte qu'ils arrivent avec des thématiques, un engagement qui est neuf et qui fait du bien au mouvement. Important aussi de les associer au mouvement. Exactement. Ce que la Croix-Rouge monégasque a réussi à faire, et je dirais que là-dessus, la crise du Covid nous a beaucoup aidé à mobiliser la jeunesse et à garder la jeunesse avec nous, même une fois que la crise est passée, et de les garder sur des activités multiples au sein de l'organisation. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Platini d'avoir été avec nous depuis Genève pour évoquer cette conférence internationale. Merci. Merci Émilie. Et puisque nous parlons de solidarité et d'aide humanitaire, alors que la Croix-Rouge monégasque a lancé un appel aux dons, le gouvernement princier a décidé de débloquer une aide d'urgence de 100 000 € en faveur des populations du Liban. Le pays du Cèdre, partenaire de coopération depuis plus de 20 ans de la principauté, fait face à une crise sans précédent avec plus d'1 million de personnes, dont 350 000 enfants, nécessitant d'une assistance en matière de protection, de santé ou de nutrition. Ce nouvel appui viendra donc répondre aux besoins du pays. Dans un tout autre domaine, nous vous en avons parlé hier, le Sportel a ouvert ses portes hier au Grimaldi Forum. Ce rendez-vous incontournable du sport, des technologies et de la télévision a reçu la visite ce matin du prince Albert II, tout juste revenu de Suisse, mais aussi du ministre d'État Didier Guillaume et de Louis Ducruet. Ensemble, ils sont allés à la rencontre des exposants. Ils ont également échangé avec l'ancien footballeur international italien Marco Materazzi et la légende du handball français Nicolas Karabatic. Le triple champion olympique a été mis à l'honneur hier soir pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie des Sportel Awards. Le résumé de cette soirée est signé Fabien Bonilla.
Les Sportel Awards, créés en 1990, ont pour but de récompenser les meilleures séquences sportives de l'année écoulée. Cette cérémonie a réuni de nombreux champions olympiques et célébrités du monde du sport. Cette soirée a été présentée par Marc Maury, ancien décathlonien. Parmi les nombreux prix décernés, le prix de la légende a été remis par Louis Ducruet, représentant le prince Albert II, au handballeur Nikola Karabatic, 3 fois champion olympique, quadruple champion du monde et triple champion d'Europe. Le prix de l'autobiographie a été décerné à Dominique Rocheteau, figure emblématique du football français et vainqueur de l'Euro 84 pour son ouvrage Foot sentimental. Le meilleur biopic diffusé sur Canal+ est consacré à la vie de l'athlète française Marie-Jo Pérec. Le meilleur docu-série revient sur l'épopée du handball français de Jackson Richardson à Nikola Karabatic. On peut également parler du prix du documentaire Peace and Sport décerné à Espoir. Ce sont plusieurs portraits de jeunes sportifs à travers le monde et qui font preuve de résilience. À noter également que la soirée a été marquée par la performance acrobatique de Nicolas Fleury qui sur son vélo a partagé les valeurs du sport avec le public. Le handball français doublement récompensé donc lors de la cérémonie des Sportel Awards et fraîchement honoré lors de cet événement, Nikola Karabatic a profité de sa présence en principauté pour partager un moment avec les jeunes et nombreux licenciés de l'AS Monaco Handball. Fabien Bonilla et Alexandra Marangoni ont assisté à cette rencontre. Une standing ovation pour un champion, une légende. Le sportif, toute nationalité confondue, le plus titré avec 11 médailles d'or dans de grands championnats. On le rappelle, triple champion olympique, quadruple champion du monde et quadruple champion d'Europe. Eh bien, Nikola Karabatic est venu pendant la pause déjeuner dans le clubhouse de l'espace Saint-Antoine. Une cinquantaine de licenciés de l'AS Monaco, handball, âgés de 6 ans et plus, ont pu rencontrer et s'entretenir avec ce monument qui les a fait rêver durant sa longue carrière. Je suis impressionnée par lui et ces tournois, je l'ai déjà vu à la télé, c'était très chouette. Ça me représente un très grand espoir de voir un champion comme lui et ça me restera gravé dans la tête jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment un monstre aujourd'hui, non seulement dans le handball, mais il représente beaucoup pour les jeunes. Et puis pour le sport, c'est une valeur incroyable, une valeur dans la transmission, je voulais dire. La transmission, une notion justement très importante pour Nikola Karabatic. Ça éveille en moi quelque chose de positif et de partager des moments avec des jeunes et des moins jeunes aussi qui m'écoutent et que je peux toucher. Je trouve ça génial, c'est un pouvoir qui est incroyable d'avoir cette écoute-là et puis de voir que ce que je raconte, si je dis pas de bêtises, ça peut inspirer, ça peut faire naître des vocations. C'est que moi, quand j'étais petit, de voir des grands sportifs qui m'ont inspiré, ça m'a toujours poussé à me surpasser, à croire en mon rêve. Donc de pouvoir faire cette transmission-là, maintenant que je suis de l'autre côté, ça me tient à cœur. Lors de cette venue, l'AS Monaco Handball lui a offert un maillot du club. Nikola Karabatic a de son côté offert un livre qu'il a écrit avec son frère, Notre histoire d'amour avec le handball. Une visite qui s'est terminée par une séance de dédicaces et de selfies avec ce qui est devenu au fil des années une véritable légende vivante. On reste dans le sport avec la cérémonie du Ballon d'Or. Les lauréats et lauréates ont été dévoilés hier à Paris au Théâtre du Châtelet. Si le milieu de terrain de Manchester City, Rodri, a remporté le trophée tant convoité, Jennifer Hermoso s'est-elle distinguée pour son engagement en faveur des droits des femmes et de la libération de leurs paroles. L'international espagnol a reçu le prix Socrates en collaboration avec Peace and Sports. C'est la première fois qu'une femme est récompensée dans cette catégorie. Jennifer Hermoso succède ainsi au Brésilien Vinicius. Demain, à 20h45, l'AS Monaco Basket se déplace sur le parquet du Partizan Belgrade pour le compte de la 6e journée d'Euroleague. Après une défaite à domicile face à Paris jeudi dernier, la Roca Team s'apprête à disputer 2 matchs à l'extérieur en 3 jours. L'objectif, remettre la marche avant. Écoutez à ce propos le coach Sacha Obradovic et Vito Brown au micro de Quentin Barbaza. From the previous game, we definitely have to change the attitude, through the game. It's not going to be the same level of intensity, I would say, in that gym, which is not a big arena, it's an even smaller gym, it's very acoustic, probably it's going to be very hard to communicate. We should rely, first of all,
on our, let's say, communication. This is the first thing. Second thing is, very important, like to start the game good. I think so, especially since we haven't done good on the road yet. So this will be a good test for us to prove that we can play anywhere, and these are against two quality opponents, so this will definitely help us moving forward. I've never played in either one, so for me it's going to be different regardless. I wanted to play in the big one, but I think we'll play Red Star there, so this will be nice to. I like the close environment, and they say it's really loud, it's hard to hear, so these are the type of games I like. Partizan Belgrade-Monaco, c'est donc ce mercredi à 20h45. Et puisque l'on parle basket, Ronny Turiaf nous a fait l'amitié aujourd'hui de nous rendre visite dans les locaux de Monaco Info. L'ancien international français champion NBA en 2012 avec les Miami Heat n'est pas venu les mains vides, bien au contraire. Il nous a présenté le trophée Larry O'Brien, trophée décerné au vainqueur de la finale NBA, le Graal pour tout joueur de basket. Ronny Turiaf s'est livré au micro de Fabien Bonilla. Ça représente la camaraderie, ça représente gravir des obstacles, beaucoup de sueur, beaucoup de sacrifices et des moments d'extase aussi. Et ça aussi, ça représente aussi rien, dans le sens que c'est tellement lointain que de me souvenir de choses il y a 12 ans. Il faut que je me gratte un peu la tête, mais c'est toujours très... Ça fait plaisir de revoir ça et de voir le symbole, de savoir ce que ça représente. Vous avez parlé d'extase, justement, quels sont les souvenirs que vous garderez gravés, j'imagine, de tout votre parcours en NBA? Les souvenirs de tout mon parcours en NBA? Ah monsieur, on n'aura pas le temps d'en parler. Vous me demandez de résumer 10 ans de ma vie, 8 équipes, plus de 800, 900 coéquipiers, c'est dur. Mais si on veut se focaliser sur la session où on a gagné, je peux vous parler d'un moment qui serait dos au mur. On a perdu un match à la maison contre les Boston Celtics, contre qui j'avais perdu en finale 4 ans auparavant, en 2008. Et on doit partir à Boston, et là je vais manger avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Chris Bosh, et pendant le dîner on est en train de parler de ce que ce moment représente pour nous le lendemain soir, et ce qu'il va falloir qu'on fasse pour arriver à soulever ce trophée. Donc si je dois en choisir un d'une épopée, ça va être celui-là. Pour finir, nous, il y a l'épopée Monaco. Est-ce que vous suivez cette équipe et qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de Monaco? Est-ce que je la suis assidûment? Non. Est-ce que je la suis? Beaucoup. Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs français en équipe de France. Et les joueurs que j'ai vu grandir, comme Mame Jaïté, quand il avait 14-15 ans, quand il a intégré les centres de formation. Donc j'ai beaucoup d'amour pour mes confrères qui ont joué en équipe de France. Et donc je les suis. C'est une équipe qui est talentueuse. J'ai vu qu'ils ont récupéré un ancien joueur, un ancien taulier avec Jordan Lloyd. De voir qu'ils ont 1, 2, 3, 4 équipes potentielles. C'est une équipe qui est armée pour faire des choses qui sont des choses intéressantes. Après, est-ce qu'ils vont réussir à rester constants sur toute une saison, sur toute une épopée, pour pouvoir répondre dans ces moments précis, présents, comme les moments qui étaient pour nous les Boston Celtics, et pour eux, comme ils ont montré l'année dernière au Final Four. Voilà le champion NBA 2012, Ronny Turiaf, que l'on a déjà aperçu à la salle Gaston Médecin, qui suit avec attention les résultats de la Roca Team. Un grand merci à lui pour sa visite dans nos locaux. Un mot sur l'équipe du karaté Shotokan Monaco. Rappelez-vous, nous les avions suivis il y a quelques semaines alors qu'ils préparaient le championnat du monde de kata. Mathieu Magara, Éric Maton et Alexandre Blonda viennent tout juste de rentrer du Japon avec une très belle 7e place, faisant la fierté notamment de leur entraîneur Sensei Sato. En tout, 25 équipes étaient engagées dans cette compétition. Bravo à eux. Après avoir accueilli Ahmad Reshad pour expérimenter la photographie afghane, le pavillon Bozio propose cette semaine un autre stage en cette période de vacances scolaires, axé cette fois-ci sur le portrait. Il avait pour intervenant l'artiste peintre Toby Wright. Plus de détails dans ce reportage de Paula Semoa et Julien Logier. D'un geste contrôlé, Valentine s'attelle à dessiner le portrait de cette statue du 19e siècle au fusain et à la craie blanche. Un exercice loin d'être facile pour cette étudiante en 4e année d'art, habituée à la peinture à l'huile. C'est pas du tout la même chose, c'est très différent. Le fusain, c'est une étape qui est censée nous préparer aussi à la peinture.
Mais vu que j'ai toujours travaillé en sautant un peu cette étape, là je me retrouve à revenir faire un pas en arrière. Et c'est nécessaire et c'est difficile pour moi pour l'instant, mais j'espère m'améliorer. Même chose ici pour Ilham qui s'est inscrite à cet atelier pour se perfectionner. C'est une première pour elle et le fusain n'est pas une mince affaire. Le fusain c'est assez spécial par rapport à le crayon. Je trouve que le crayon c'est un peu plus rapide et là on prend plus de plaisir à dessiner, c'est plus raffiné, c'est une étape que je trouve qui est essentielle. Pendant 3 jours, ces 12 apprentis travailleront sur l'exercice complexe que représente le portrait classique, guidés par les précieux conseils de ce maître de la peinture, Toby Bright. Le portrait, c'est quand même un des sujets les plus compliqués, un des sujets qui fait le plus peur aux étudiants. Et là, je tente en fait de démonter toute cette complexité et de montrer en fait toutes les étapes qui mènent à un dessin accompli. On a un dessin qui va être sur la durée de 3 jours. Donc tout ce que l'on fait aujourd'hui va avoir un effet sur ce qu'on va faire demain et après-demain. Donc les premiers jours, l'idée c'est de bien garder un rythme lent et de faire les étapes d'une manière méthodique pour que demain et après-demain, on ne se retrouve pas à devoir tout gommer et de recommencer. Pour les amateurs d'art, l'École supérieure d'art plastique proposera d'autres ateliers du genre aux prochaines vacances. Jetons un coup d'œil à présent à vos prévisions météo. Pour cela, Chrisinda Petit-Homel nous a rejoint en studio. Bonsoir Chrisinda. Quelle est la tendance pour la journée de mercredi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Eh bien demain, le ciel sera au beau fixe. Un grand beau temps pour cette journée de mercredi. Des températures comprises entre 16 et 21 degrés. Et puis sinon, demain, nous souhaiterons une bonne fête à toutes les bienvenues. Merci Chrisinda. Ce journal est à présent terminé, mais l'information continue sur nos réseaux sociaux et notre site internet. On se quitte avec les photos de Stéphane Nana et la rencontre entre Nicolas Karabatic et les jeunes handballeurs de l'AS Monaco. Passez une excellente soirée et à demain, 19h, pour un nouveau JT sur Monaco Info.